C'est parti, bonjour à tous. Meilleurs vœux pour la nouvelle année, année 2026, que je vous souhaite pleine de belles choses, de réussite, de rencontres, de bonheur, de tout ce qu'il faut. Heureux de vous retrouver donc pour ce cours d'hébreu avancé. On a commencé à travailler sur le manuscrit 1Q22. euh, Ce manuscrit donc de la première grotte de Qumran. On a commencé à regarder le texte, donc la dernière fois, les premières lignes de ce texte. Je peux vous remontrer le texte à l'écran. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Voilà, donc ça, c'était le texte. Euh, c'est le texte qu'on avait commencé à lire. C'est vraiment le tout début. Je vous avais montré des photos, hein. Je vous avais dit que le texte était très fragmentaire, très endommagé, et que d'ailleurs l'agencement des fragments peut poser question. Que depuis la publication initiale, d'ailleurs, il y a un petit fragment supplémentaire où on a dit ah mais en fait celui-là il pourrait se mettre là. Enfin bref. Donc tout ce qui est entre crochets est évidemment sujet à caution. Pour faire simple, au début, là, voilà, on va prendre le texte tel qu'il a été publié, tel qu'il a été édité. Mais évidemment, l'idée pour vous, l'étape suivante, une fois que vous serez à l'aise pour travailler sur ce genre de texte, c'est évidemment de pouvoir ensuite un jour peut-être vous-même travailler directement sur les fragments, réfléchir à l'agencement, etc., etc. Alors donc après, si je reprends juste rapidement ce qu'on a vu au début, Vaïkra al-Moshe, donc il dit alors, non, il appela, pardon. Vayikra al-Moshe Elohim. Donc, on nous dit donc que Elohim appela alors Moïse. Be'arbaim Hashana Letzet Bnei Yisraël. Donc, la 40e année, en fait c'est 40, hein, mais si on traduit 40e, donc du sortir des fils d'Israël, Meretz Mitzraïm, hors de la terre d'Égypte, Bechodesh, le mois acheté Assar, c'est-à-dire le 11e mois, Be'echad la Chodesh, donc le premier jour du mois, les morts, pour dire, c'est-à-dire, deux points ouvrez les guillemets, et là on introduit le discours direct. Et puis on avait dit Hakhel, ensuite le début du discours, donc assemble, hein, Kahal, c'est l'idée de s'assembler, hein, oui, c'est ça, donc rassemble ou assemble, et Kol Haeda, toute l'assemblée, Eda, oui, c'est la communauté, assemble toute l'assemblée. Bon, voilà, on en était là, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on avait vu justement sur ces premières lignes? Oui, pour ma part, j'ai deux questions, Oui, sont pas forcément dans l'ordre. Sur acheter Assar, oui, euh, vous aviez dit que enfin, la racine, ça pouvait être Esser, qui est un ségolé, donc accentué sur la première syllabe. Et quand on regarde acheter Assar, dans le texte massorétique, Assar est accentué sur la fin. Est-ce oui. que ça veut dire que c'est une racine différente? Alors, la racine est la même, le shem. La racine, dans tous les cas, c'est ayin sinresh. Donc ça, il n'y a pas de doute, c'est la racine dont est Oui. issu le chiffre 10. Et effectivement, le chiffre 10, c'est SR. Et SR, c'est un ségolé. Là, on n'a pas SR, on a Assar. D'accord? On a un autre. Attendez, je sais pas comment, qu'est-ce que je peux vous montrer à l'écran pour ça? Je vais écrire. Euh, on a donc, alors attendez, bougez pas. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, la racine. Si je trouve à écrire quelque part, voilà. Hop. Et il faut que j'écrive en hébreu. Alors, hop. Donc, vous avez la racine ayin sinresh. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est une racine forte, hein, il n'y a pas de lettre faible dedans, pas de problème. Bon. Si vous la vocalisez ou créez un terme avec le shem 4, hein, donc et le shem, attendez, je vais mettre en translittération. Si vous utilisez le Shem 4, ça vous donne donc en hébreu le terme Esser. Comme vous avez Meler, comme vous avez Eved, comme vous avez, enfin voilà, tous les principes des ségolés. Donc du Shem 4, le primitif, ça vous donne le Shem Ketel en hébreu.
Hein, ça, c'est quand ça vous donne le schème. Attendez, je vais le mettre en translittération encore. Ça vous donne le schème Kettel. En sachant que la seule vraie voyelle, c'est la première. La deuxième, en fait, c'est entre la deuxième voyelle, c'est une anaptix. Vous voyez, c'est entre là, on met. Il faudrait que je la mette. Je sais pas comment je peux dire que c'est celle-ci qui est accentuée. Voilà. C'est Kettel. Bon, voilà. Donc ça, c'est la forme que vous allez avoir. Donc Meller, Eved, SR, c'est le chiffre 10. Là, ici, ce qu'on observe, c'est que vous avez non pas le chiffre SR, mais vous avez Assar. Et donc, on est dans une autre construction. D'ailleurs, vous allez le trouver, là, évidemment, on n'a pas, comment dire, c'est pas, euh, dès qu'on a les chiffres, vous savez, de 11 à 19, les nombres de 11 à 19 s'écrivent comme ça, avec Assar. Cela dit, je dis ça en passant, c'est pas spécifique à l'hébreu, hein. Vous regardez dans d'autres langues sémitiques, en arabe, c'est pareil, hein. Vous allez utiliser une autre forme issue de la même racine, donc on veut toujours dire 10, mais un autre terme. Et là, le terme qu'on va avoir, donc c'est le terme assar, avec deux kametz, n'est-ce pas? Et là, du coup, effectivement, c'est la dernière voyelle qui est accentuée. Ce qui est le cas, ce qui est la norme en hébreu, en principe, c'est la dernière voyelle qui est accentuée. Il n'y a que les ségolés, enfin, vous voyez, des cas un peu particuliers. On dit, ah non, là, attendez. Mais sinon, au niveau des schèmes nominaux, de la construction des noms, on utilise ça. Alors, pourquoi on se retrouve avec un schème donc, et donc ça vient d'un schème, alors je vais l'écrire, katal, un schème primitif katal. Alors, comment je peux faire pour écrire ça comme ça? Voilà. Ça vient d'un schème primitif katal, et non pas d'un schème katl. Ah, c'est presque la même chose, vous me direz. Oui, bah non, sauf que justement, précisément, il y a une différence fondamentale. C'est que là, on part d'un schème qui a bien, bel et bien, une deuxième voyelle. Une deuxième voyelle A, on a deux A, et donc un A en syllabe ouverte s'écrit kametz, un A en syllabe fermée accentuée s'écrit aussi kametz. Donc, C'est il y a... c'est- ouais. C'est pour ça que dans Kohler et Baumgartner, on a deux mots différents. Ils sont pas, ils se suivent, mais ils sont pas marqués comme étant dépendants l'un de l'autre. Oui, absolument. Techniquement, c'est des mots différents. Vous avez SR et ASAR qui sont deux termes différents. Maintenant, bon, c'est toujours pareil, hein, les lexicographes, tout ça, c'est très artificiel parce que c'est nous qui faisons ça. Mais cela dit, bien sûr, il y a vous allez trouver parfois pour d'autres racines les deux de la même racine, où vous allez avoir à la fois un schème ketel, un schème katl et un schème katal. Il faudrait que je trouve un exemple, mais évidemment, quand on cherche dans la page, je me demande si on n'a pas Dever et Davar, par exemple. Il faudrait vérifier si on n'a pas ça, mais quoique Dever, ça ne se utilise pratiquement pas. Je réfléchis si je pense à d'autres termes, mais attendez, je vais juste vérifier vite fait si on trouve. euh, ouais, là, on nous le met pas. Ah si, 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 regardez, hop, et je vous le mets à l'écran. Vous allez trouver de la racine d'Alet Betresh. Vous allez trouver une entrée d'Avar. Ça, vous connaissez bien. Davar, c'est la parole ou la chose. Voilà, d'Ivré Adonai, etc. Les paroles du Seigneur, tout ce qu'on veut. Et puis, vous avez Dever, vous voyez, qui existe et dont on nous dit que c'est là ici on nous dit que c'est carrément la peste, hein, c'est voilà, c'est voilà. Donc mais les deux termes existent, vous voyez, les deux termes ils sont issus de la même racine et donc ils apparaissent comme étant voilà comme étant deux choses bien différentes. Donc ça peut exister. Maintenant, quand vous avez deux termes issus de la même racine mais qui veulent dire la même chose et qui ne sont pas utilisés dans les mêmes cas, il faut se poser la question de savoir si c'est pas des variantes en fait du même mot. C'est-à-dire vous allez trouver le même mot avec deux schèmes différents et les deux schèmes se répartissent la tâche entre certains cas et certains autres. Je vous donne un exemple typiquement justement avec un schème 4. Figurez-vous que tous les schèmes 4, hein, prenez Meller par exemple, on parlait de Meller tout à l'heure, le roi. Si vous vous posez la question de dire tiens, euh, je veux dire le pluriel de roi, des rois au pluriel, eh bien, ce que vous allez avoir, ça n'est pas Malkim, ce qui serait logique. Si vous partez un schème 4, là, et vous dites, par exemple, vous dites mon roi, vous dites Malki, vous voyez, vous avez Malk, voyez, qui serait donc le nom, le roi en tant que tel.
on nous explique, c'est ce que je vous explique pour les ségolais, c'est que deux consonnes en fin de mot en hébreu, on n'aime pas ça. Donc c'est là qu'on met la petite voyelle d'appui, le petit ségol. Donc on va dire, au lieu de dire malk, on va dire meler. Mais dès que les deux consonnes ne sont plus en fin de mot, eh ben, il n'y a pas de problème. Donc par exemple, si vous dites mon roi, vous allez dire malki. Malki, mon roi. Malk plus i. Les deux consonnes ne sont plus en fin de mot. Le mot ne se termine plus par deux consonnes qui se suivent. Donc, eh ben, il n'y a pas de problème. Malki. Et c'est ce que vous trouvez dans la Bible. De la même manière, si vous voulez mettre au pluriel la finale im, on devrait dire bah, très bien, le pluriel de Malk, c'est Malkim. Et il n'y a pas de raison que ce soit autrement, puisque les deux consonnes ne sont plus en fin de mot. Or, c'est pas ça qu'on a. Et il faut que je dise non. Comment je peux dire on met deux astérisques dans les conventions quand on dit attention, c'est une forme hypothétique mais qui est fausse. Bon voilà. On n'a pas Malkim. Ce qu'on observe en hébreu, vous connaissez le pluriel de roi, c'est quoi? Ah, Melachim. ah, vous pouvez répéter? Melachim. Oui, c'est ça, absolument. On a Mlachim. Donc vous avez un shfa, le kametz et puis le chirek ici, Mlachim. Alors là, bah, ça colle pas du tout. Et on se dit, il y a un vrai, vrai problème. D'abord, on constate qu'on a une voyelle entre le L et le K. On a un A. Et sous le même, on n'a rien. Alors, comment expliquer cette forme? Bon, et puis, bien sûr, le im prend l'accent. Alors, le im prend l'accent, ça c'est normal, c'est la fin, c'est etc. Maintenant, le fait qu'on a un schwa sous le même est en position antéprétonique, hein. Là, vous avez la syllabe, la voyelle tonique, celle qui a l'accent. Là, c'est la prétonique, et ça, c'est l'antéprétonique. Donc, qu'on ait un cheval ici, c'est pas très gênant. Et on peut dire, bah oui, c'est la voyelle qui est tombée. De quelle voyelle s'agissait-il? Ben A. On sait Malk, Meller, voilà. En revanche, donc ça, autant on comprend bien, autant là, ça suppose qu'ici on est un A. Autrement dit, Mlachim, c'est le pluriel d'un Shem Katal. Faut que j'arrive à mettre l'astérisque ailleurs. Quand j'écris, quand j'ai des lignes où j'ai à la fois de l'hébreu et il ne sait jamais où mettre les. Alors attendez. Non, évidemment, je n'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Comment je vais. Si, là, tac. Bon, ça y est. Donc, mlachim, c'est le pluriel d'un shem katal. Si vous avez malach, faites le test, hein. Prenez le terme malach, vous mettez au pluriel, vous ajoutez votre im, ça fait malachim, vous faites tomber l'antéprétonique, ça fait mlachim. Donc, en réalité, tous les ségolés, quand vous les mettez au pluriel, vous changez de shem. D'accord? Au singulier, donc ça, c'est une règle pour tous les ségolés. Tous les ségolés. Donc, euh, on change de Shem au pluriel. Voilà, ok. Je vais faire un peu de place. Mettre ça comme ça. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous avez un Shem 4 au singulier, ça c'est au singulier, ça va vous donner euh, un Shem katal au pluriel. Si vous êtes, je vais faire un peu de place, je vais mettre ça là. Si vous avez un Shem kitl au singulier, donc ça par exemple Sefer, hein, pensez au terme Sefer, c'est cifre à la base, eh bien vous allez avoir un Shem kital au pluriel. Et si vous avez un Shem Koutl au singulier, un ségolé comme Chodesh par exemple, eh bien, au pluriel, vous allez avoir un Shem Koutal. Donc, ça, c'est la caractéristique des ségolés. Pour faire le pluriel, on change de Shem et on passe à un Shem qui n'est plus un Shem monosyllabique, hein, Katl, ça c'est un Shem monosyllabique, Kitl, Koutl, c'est ce qu'on appelle des Shems monosyllabiques. On passe à des Shems bisyllabiques, assez simples d'ailleurs, puisque la deuxième voyelle est un A. Et donc, vous allez avoir mlachim au pluriel. Si vous avez sefer, ça va vous donner sparim. Donc, si je donne l'exemple ici donc de Meller, vous allez avoir mlachim, ça c'est ce qu'on vient de voir. Si vous avez
donc Sefer, Sefer au singulier. Vous allez passer à Sfarim au pluriel. Sfarim. Et pour le troisième exemple, si vous prenez ah oui, Chodesh au singulier, vous allez vous retrouver avec Chodashim au pluriel. Et donc, bon là, il y a la difficulté que c'est un ched, donc il n'aime pas le cheval. Donc on va lui mettre un chatef kametz. Voilà. Très bien. Vous voyez bien, oui, vous voyez à l'écran, tout se passe bien. Bon. Euh, donc ça, c'est ce qu'on va avoir, vous voyez. Donc, le fait de changer de chaîne, ça arrive quand vous avez deux mots qui veulent dire la même chose, mais avec deux chaînes différentes qui se chevauchent pas, parce qu'on dit il y a d'un côté ceci, de l'autre côté cela, chacun a un usage bien précis. Là, vous voyez, pour les ségolés, le kaf est pour le singulier, le katal est pour le pluriel. Et bien là, de la même manière pour Assar, vous allez avoir SR au singulier et Assar quand c'est au pluriel. Euh, je suppose que c'est ce que vous explique le dictionnaire. On peut regarder ça tout de suite ensemble. Si je regarde Assar, pas vérifier, hein, mais on peut regarder ça. Donc vous avez la racine, ensuite on vous dit Assar, voilà, et Assar on vous dit voilà seulement dans les groupes nominaux, compound phrases, c'est les groupes nominaux pour exprimer les nombres de 11 à 19. Vous voyez? Bah, c'est ce que je vous disais. Il va être utilisé spécifiquement pour ça. Et réciproquement, SR ne se trouvera pas pour dire les chiffres de 11 à 19. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout à fait, oui, merci. Eh Voilà. bien, pour poursuivre sur les antéprétoniques, une question concernant la vocalisation du verbe letset, Oui. donc la sortie des fils d'Israël, parce que je ne sais plus si c'est Anne ou Martine avait proposé latset que vous aviez gardé, et au dernier moment, vous avez vocalisé le tset, c'est-à-dire avec un schwa. Et la question que je me posais, bon, effectivement, c'est un état construit, donc c'est un ensemble de trois mots, mais on ne peut pas dire que le A, enfin, de la préposition, est en antéprétonique, parce que la tonique, elle est complètement de l'autre côté. Donc, comment expliquer ce passage de là à le? Alors, si, parce qu'il y a un déplacement de timbre, précisément. C'est-à-dire que, donc, on parle de la sortie, hein. Le verbe yatsa, on a expliqué que le verbe Hmm, yatsa est un verbe à première oui, faible, avec en plus des confusions peyot, penoun. Et donc, effectivement, quand vous allez avoir l'impératif, tse, voilà, sort. Bon. Et puis, effectivement, l'infinitif construit, tset. On va mettre un tav à la fin pour faire une forme féminine. Donc, ça, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Maintenant, hmm, évidemment, s'il est tout seul, tset, il n'y a qu'une seule syllabe, le aleph est devenu quiescent, donc tset, sort. Enfin, le fait de sortir, tset. Si vous mettez la préposition, la mettre devant, on va se retrouver dans un cas particulier. Normalement, les prépositions sont vocalisées avec un schwa. Le lamed, vous mettez un schwa, mais dans des cas particuliers, notamment si on est en situation prétonique d'un monosyllabique, donc il n'y a qu'une seule syllabe, eh bien là, on va pouvoir mettre un kamet. Donc effectivement, si vous dites l'atset tout seul, bon voilà, sortir, l'atset. Sauf que là, ce qu'on va observer, c'est qu'on va avoir un état construit. C'est pas juste le fait de sortir. C'est c'est pas l'action de sortir, c'est l'action de sortir des fils d'Israël. Hein, l'atset né Israël. Si je reprends mon texte, je dis que je dise pas de bêtises. C'est bien ça le texte dans mes souvenirs. Attendez, où est-ce qu'on est? Oui, c'est ça, les Tzed béni Israël. Bon, donc effectivement, vous avez l'atset tout seul, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais si vous êtes à l'état construit, on va considérer que quand il y a un état construit, que les deux doivent être liés. Alors, vous pouvez même mettre un makef, les massorettes même parfois un makef. Je ne dis pas forcément qu'il faut nécessairement mettre un makef, mais c'est le principe de l'état construit. Quand vous êtes à l'état construit, vous allez avoir un déplacement de timbre. C'est comme on parlait tout à l'heure de davar. Vous avez davar, la parole.
Si vous dites la parole de, eh bien, ça devient dvar. Je ne veux pas que j'oublie de mettre le schwa. Donc, vous passez de davar, qui est l'état absolu, l'accent est ici, davar, à dvar, dont on va dire que l'accent, il est quelque part après. Vous voyez, on dit, bah oui, donc ici, il va être considéré comme étant antéprétonique. Alors même s'il n'y a pas de makef, hein, le makef c'est encore un cas particulier parce que le makef ça renforce encore puisque le mot d'avant est carrément considéré comme proclitique, ce qui est pas forcément le cas sans makef. Donc il peut y avoir des modifications supplémentaires de timbre. Vous voyez, pour call par exemple, la totalité, s'il est à l'état construit, vous allez le laisser avec son problème. Mais s'il y a un makef, là, on va carrément mettre un kamestratou. Vous voyez, donc le makef peut renforcer encore la liaison et raccourcir encore enfin, accélérer la prononciation et éventuellement déplacer le timbre. Donc, ici, qu'il y ait un makef ou pas, dans tous les cas, on va considérer qu'il y a un déplacement de timbre. Et que donc, à partir du moment où vous êtes à l'état construit, ici, on va dire, ah, mais c'est pas juste le fait de sortir, c'est le fait de sortir de, à l'état construit. Et donc, il va y avoir un déplacement de timbre. Donc, on va considérer que le timbre, il va se retrouver quelque part ailleurs. Alors après, évidemment, quand vous avez une chaîne d'état construit, ça peut faire très long. Mais dans tous les cas, on va observer que le lamed ne sera plus considéré en situation prétonique, en position prétonique, mais en position antéprétonique, et on va le faire tomber, les tset. Oui, mais ici, s'il y avait que Bné, ça marche parce que l'accent serait sur Bné, mais après, on a Israël, c'est-à-dire que Bné lui-même n'est pas accentué. Oui, Dans ce groupe, c'est la fin, c'est Israël, donc on est quand même à quelques kilomètres de oui. la finale. C'est pour ça que j'ai bien pris Donc on n'est soin. pas vraiment. Oui. Ouais. C'est On pour ne ça peut que pas dire que c'est une antiprétonique, du coup. j'ai dit ça fonctionne comme une antéprétonique et c'est bien pour ça que j'ai Ah, mis ça fonctionne comme. c'est pour ça que j'ai bien pris soin de mettre l'accent dans le vide. C'est ce que je vous dis. Vous avez de var. À partir du moment où vous êtes à l'état construit, on va considérer que l'accent est sorti du mot. Je le fais sortir du mot. Et donc, on va compter à partir de là. Donc, on va compter un et 2. Et on va faire tomber l'antéprétonique, même si effectivement le ton, on n'a pas compté exactement sur quelle syllabe il est. Mais on va considérer quand même qu'il y a 2 syllabes. On va compter un, 2, et on va faire tomber. Donc, de la même manière pour davar, si vous dites une parole, si vous dites dvar, la parole de Moïse, dvar Moshe, mais si vous dites ou la parole du Seigneur, Dvar Adonai, mais si vous dites la parole du serviteur du Seigneur, Dvar Eved Adonai, bah oui, effectivement, vous avez une chaîne d'état construit, mais n'empêche qu'on va pas dire Davar Eved Adonai. Dans tous les cas, on va dire Dvar Eved Adonai. À partir du moment où le terme est à l'état construit, c'est comme ça qu'on va calculer, et c'est vrai pour n'importe quel mot à l'état construit, hein. On va compter comme ça, on va considérer que l'accent, il est tombé dans l'eau, là, plouf, il est parti, et on va compter un et 2 en arrière. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Voilà, voilà. Très bien. Bon, c'est bon pour vous? Est-ce qu'on continue le texte? On y va? Ok. Bon, alors on fait ça. Alors, le texte. Alors, attendez que je retrouve où est-ce qu'on en était. Oui, on en était à Hakhel et Kol Haeda. Et ensuite, alors je vais coller le texte. Hop là. Ici, en espérant que ça marche. La suite du texte, sinon il faudra que je le tape, hein, c'est pas très grave, sinon je le taperai, mais ça peut m'éviter de le taper. Voilà. Euh, y a-t-il un ou une candidate pour lire la suite du texte? Au moins les 3 premiers mots, enfin les 4 premiers mots. Je veux bien essayer là. Très bien, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Va Allah El Har Nebo. Donc, Très bien, et monte sur mon Nebo. très bien. Et monte sur le mont Nebo. Très bien. Alors, comment on va vocaliser ça? Bon, alors justement, c'est vraiment un test. Donc, j'ai mis va Allah, donc un pata sous le vav.
Ok, patar, Hatef Pata sous le Aïn, ratef patar, un Pata sous le Lamed, patar, et puis elle, euh, un Ségol, et puis Ar, un Pata, segol, et puis Nebo, un cheval sous le Noun et un Dagesh dans le Bet, et puis dagesh. un Vav pour faire eau, un Holem pour faire, avec le Vav pour faire eau. Voilà. Oui, oui, très bien. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Hmm, il me semble que l'impératif, je trouve ma préparation, l'impératif, c'est plutôt aller, Oui, avec quelle voyelle? l'impératif du verbe alla, avec un serré. Avec un serré, oui, absolument. Donc oui, effectivement, Ah, le verbe alla, le verbe monter, donc ça vous avez bien compris. Vous avez mis un impératif, c'était une bonne idée. Impératif masculin singulier, c'est aller avec un serré euh, et non pas un patard. De manière générale, de toute façon, si ça avait été un son A, on n'aurait pas mis un patard. Parce qu'on est en syllabe ouverte, et parce que le hé n'est qu'une mère de lecture, hein. On sait bien que la racine elle-même, c'est une troisième faible, c'est yod ou vav, hein, les verbes troisième faible. Quand on dit les verbes lamed hé, en fait, c'est les verbes lamed yod et lamed vav. Si le hé était consonantique, il aurait un mapic dedans. Il y aurait euh, voilà. Donc là, en l'occurrence, ça n'est qu'une mère de lecture. Donc la syllabe est ouverte. Un A en syllabe ouverte s'écrit avec un kametz. Donc à la limite, voilà, on aurait eu un kametz, mais pas un patar. Et effectivement, pour ce qui est de la voyelle pour l'impératif, c'est effectivement un serré et pas un patar. Ensuite, euh, pour ce qui est du vav qui est devant la conjonction vav, dans la mesure où on propose de lire un impératif, on n'a donc pas de vav consécutif. Donc comme il n'y a pas de vav consécutif, en principe un vav simple c'est un shva. Euh, mais là on a un problème parce qu'effectivement ça nous ferait deux shva mobiles qui se suivent. Le premier remonte en voyelle pleine et donc on s'attend plutôt à quelque chose comme ça. Va aller et on va prendre la même voyelle euh, que le haïn, que celle du haïn qui suit. On aurait pu imaginer d'avoir VLE ou quelque chose comme ça avec une sorte de contamination de timbre, mais là, ça ne paraît pas nécessaire. Euh, voilà, le patard va très bien, va aller, c'est très bien. Ensuite, pour le reste, est-ce que vous avez d'autres propositions de modification de la vocalisation? Non, tout vous va bien? J'entends personne. au fond, je reviens. Est-ce que c'est elle ou al, Har Nebo? Est-ce que c'est vers la montagne ou sur la montagne? Alors, est-ce que c'est vers la montagne ou sur la montagne? Alors, la préposition sur en hébreu, c'est al, mais qui s'écrit avec un aïn. Ah oui, D'accord? oui, oui. Oui, ok, merci, oui. Donc, là, euh, voilà. Donc, dans la mesure où là, on nous dit qu'il faut lire un aleph, bah donc, voilà, ça veut dire que c'est la préposition vers, en principe. Cela dit, on peut s'interroger quand même. Dans la mesure où, euh, d'une part, le Aleph est doté d'un petit cercle au-dessus, donc on nous dit, ah, on ne sait pas très bien le lire, hein. Et donc, on peut y avoir un doute. Donc, on peut se dire, ah, ah, et si on regarde les photos, est-ce que peut-être que les photos nous montreraient, nous révéleraient que, en réalité, eh bien, c'est loin d'être évident qu'il s'agisse d'un Aïn plutôt que d'un Aleph. Alors, on peut essayer de regarder. Moi, j'ai pas vérifié, mais on peut toujours regarder. Il faut retrouver où est-ce que c'est.
Voilà, vous voyez, il y en a ici, là. Attendez que je dise pas de bêtises, que je retrouve mon texte. Euh, oui, c'est ça, voilà. Donc on est ici normalement. Euh, ouais. Donc, vous voyez, il y a un petit. En plus, c'est pas une photo de super bonne qualité. Quand je zoome, on voit pas très bien. Si vous avez une trace ici, là, si ça c'est de l'encre, alors c'est forcément un Aleph. Parce qu'effectivement, le Ayin, vous en avez un de Ayin ici. Le Ayin, vous voyez, il est courbé. Il est courbé ici, il revient pas en arrière. Alors que le Aleph, lui, évidemment, il a un jambage. Donc le Aleph, il revient en arrière. Donc là, effectivement, si ça c'est bien de l'encre, vous voyez, comme les photos sont pas terribles, vous avez un Aleph là en dessous, vous en avez un ici, par exemple. Vous voyez, le Aleph, il a bien une petite. Vous en avez un autre encore en dessous ici. Vous avez bien un jambage, et puis vous avez un petit bras au-dessus qui est levé. Donc là, on dit, ah oui, le jambage et le bras levé au-dessus. Pourquoi pas, hein. Donc, en tout cas, si ça c'est de l'encre, ça peut difficilement être un. Mais vous voyez la difficulté, c'est-à-dire, est-ce qu'effectivement on est sûr que c'est un Aleph ou peut-être même autre chose, vous voyez, en plus d'ailleurs on met LA, en Evo, tout ça c'est complètement reconstruit. Euh, bon, donc ça c'est un premier problème. Après, au niveau du sens également, on sait monter. Le verbe monter, c'est précisément la même racine que la préposition al. Al et le verbe ala, c'est la même racine, on monte. Donc, si vous voulez, c'est sûr que là, ça paraît plus logique de monter sur que de monter vers. Alors, c'est pas totalement impossible hein, de monter vers, mais vous regarderez les occurrences dans la Bible. Le verbe Allah, est-ce qu'il se construit plutôt avec la préposition al derrière la préposition elle? Bah, vous verrez que c'est plutôt al que elle. Donc, ce sera un deuxième argument en faveur. Et puis, il y a un troisième élément à prendre en considération. On en a parlé parce qu'au début du texte, on avait lu Vayikra, je sais plus que c'était, Vayikra al-Moshe. Il appela alors Moïse, vers Moïse. Et on avait discuté de cette préposition al, ce qu'on appelle sur quelqu'un, et je vous avais dit, en fait, il y a un problème, c'est que il peut y avoir à la fois l'influence de l'araméen, où la préposition al désigne à la fois sur, mais également vers. Donc en araméen, le al peut vouloir dire les deux. Et en plus de ça, à l'époque de la copie de ce manuscrit, dans certaines communautés euh, araméophones, ou même hébréophones, enfin, en tout cas, même là, on est dans le judaïsme, disons, on est en Judée, si vous voulez. Donc voilà. Donc en Judée à l'époque, on a des attestations, et à Qumran dans en a d'autres, où on voit que on confond le haïn et le aleph, parce que le haïn ne se prononce plus de façon très dure. Vous voyez, le haïn, normalement, al, normalement on dit le ra, il faut serrer la gorge, vous voyez, comme en arabe. Alors qu'on se rend compte que, bah non, le haïn est devenu très faible. Il n'y a pas qu'en hébreu hein, que le haïn s'est affaibli, je pense que c'est le cas en acadien, enfin voilà, il y a d'autres langues sémitiques où on a des affaiblissements comme ça. Mais en tout cas, on voit que le Ayin s'est affaibli et que de temps en temps, il est écrit avec un Aleph. Moi, je pense à un manuscrit, par exemple, je suis déjà tombé sur un manuscrit où on avait le chiffre 10, on en parlait tout à l'heure là de SR, qui s'écrit avec un Ayin, mais sauf qu'il est écrit avec un Aleph. Le scribe a écrit avec un, puis quelqu'un l'a corrigé, on dit, ah bah non, c'est pas un Aleph, c'est un Ayin. Donc au-dessus, on a corrigé, ah non, non, c'est pas un Aleph, c'est un Ayin. Bon. Donc, vous voyez, donc ça montre bien qu'à l'époque, c'est un manuscrit qui date du deuxième siècle avant notre ère. Donc on voit qu'au deuxième siècle avant notre ère, dans certains milieux, alors en manuscrit en Judée ou en Galilée, enfin ça, on peut discuter de la provenance exacte du manuscrit, mais en tout cas, voilà, il y a des communautés où le haïn s'est affaibli. Et c'est encore le cas d'ailleurs en hébreu moderne. Je veux dire, aujourd'hui, en hébreu moderne, dans la prononciation, sauf si évidemment il y a des juifs qui viennent, qui sont arabophones à la base, et donc effectivement, comme ils parlent bien arabe, ils ont tendance aussi à forcer, enfin pas forcer, à prononcer et bien distinguer le haïn. Mais si vous apprenez l'hébreu moderne avec les Israéliens qui ont l'accent israélien typique, vous savez pas s'il y a un Aïn et un Aleph, si c'est un Aïn ou un Aleph. Donc, on sait que c'était déjà le problème à l'époque. Donc, il est tout à fait possible que notre brave scribe ait écrit un Aleph en pensant à Aïn, en pensant que c'est Al. Va aller Al. Euh, voilà. Donc, c'est aussi une explication possible qu'en fait, il ait vraiment pensé à la préposition Al sur et non pas elle vers, mais que, voilà, parce que le haïn, c'est amui, se prononce comme un aleph, on ne sait plus très bien comment il s'écrit. Quand je vous dis en plus en araméen, la préposition al veut dire les deux. Voilà, donc tout ça fait que je n'exclus pas du tout que, en fait, il faille comprendre monte sur la montagne et non pas vers la montagne. Bon, cela étant,
on nous dit qu'on a un lef, même si c'est incertain, que c'est la préposition. C'est donc la préposition elle en hébreu. Donc on va la vocaliser comme il faut, comme le font les massorètes, et donc on va mettre un ségol. D'accord? D'autres remarques sur la vocalisation? Tout vous va bien sinon? Oui, il y a un petit truc qui m'embête quand même. Non, personne? Alors, je vous aiguille, c'est le dernier mot. On a bien compris que c'était le mot nebo, mais il y a un problème au niveau de la vocalisation. Parce que le premier cheval, il est pas nul. Le premier Donc, schwa n'est pas, pardon? le cheval qui est sous le noun n'est pas nul. Donc, du coup, Ah oui, il n'est on pas ne quiescent, vous doit pas voulez dire. mettre un dagesh dans le bête. Oui, il n'est Exactement. pas question, oui. Voilà, c'est ça. Donc, exactement, le schwa n'est pas un schwa quiescent, c'est un schwa mobile, c'est-à-dire qu'un schwa qui résulte de la chute d'une voyelle. Cette voyelle, c'était un son A d'ailleurs, on le sait parce que le terme nebo fait penser à Naboo, vous l'avez en acadien, etc., etc. Bon, bref. Donc, c'était vraisemblablement une voyelle A qui est tombée, mais bon, peu importe. De toute façon, un cheval initial, en début de mot, voilà, en hébreu, on va pas commencer par deux consonnes. Donc, si vous avez un cheval en début de mot, vous pouvez raisonnablement penser qu'il s'agit d'un cheval mobile et non d'un cheval qui est sans. Même si vous savez pas de quelle voyelle il s'agissait, il y avait bien une voyelle. Et donc, le cheval mobile est considéré comme un élément vocalique. Et donc, ça veut dire que derrière la Bégat Kefat, on nous dit que la Bégat Kefat, elle prend un dagesh léger, c'est-à-dire qu'elle est occlusive, si et seulement si elle n'est pas précédée d'un élément vocalique. Alors là, elle est précédée d'un élément vocalique. Donc, elle ne prend pas de dagesh léger. Donc, on met pas de dagesh dans le bête. Ça fait nevo. Voilà. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas, parce que moi, je fais des explications, dans ma tête, c'est clair, mais j'espère, voilà, si je ne suis pas assez clair, faut me le dire. C'est bon pour vous? Oui, je suis un petit peu perplexe. Oui. Ah ben, moi, je suis un peu perplexe parce que, en fait, je l'ai vu comme ça dans, je sais plus, dans un texte du Deutéronome, je crois. Et bon, je l'ai pas remis en question, je l'ai repris tel quel. Alors, bah écoutez, il n'y a pas de problème, on va chercher toutes les Mais je me occurrences. rappelle plus ce qu'il y avait avant ou après, hein. On va chercher toutes les occurrences du mont Nebo dans la Bible. Hop. Non, attends, c'est ça que je voulais faire. Voilà, hop. On va mettre ça à l'écran. Euh, alors, vous voyez, nombre 32 3. Il y a alors ça, c'est pas le même. Ça, c'est le nom de. Mais il s'appelle aussi Nevo. Nevo. Alors, ça, c'est des noms. Attendez, on va retrouver ça. Nombre 33, Lifne Nevo. Voilà, bon, là, ça, c'est le bon. Ça, c'est le Nevo qui nous intéresse. Deutéronome 32 49, voilà, Har Nevo, le mont Nebo. Deutéronome 34 1, El Har Nevo. Euh, Bah, et vous avez le verbe monter avec la proposition elle, là, cela dit. Vous voyez, donc c'est pas impossible d'avoir. Je reviens à la discussion qu'on avait sur le fait qu'est-ce que c'est proposition al ou elle. Vous pouvez avoir le verbe monter et le bon. Ensuite, puis après, là on est dans Isaïe. Vous voyez, après on part dans Isaïe, mais c'est Nevo, 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 Ben, j'ai Nevo. mal, j'ai mal regardé alors, parce que Ouais. j'ai cru voir un dagesh, mais c'est une erreur, oui. Non, non, effectivement, vous voyez, là, voilà. Non, ce Ouais, serait, ce serait ouais, problématique hein, ouais, non, je d'avoir me suis un. trompée. Alors Ouais, après, ouais, ouais, ok. comment dire, quand vous prenez individuellement un manuscrit massorétique, on a parfois ce genre de choses qui arrivent. Ça arrive qu'on ait certains manuscrits avec voilà, mais parce que errare humanum est, hein, donc l'erreur est humaine, donc ça arrive, hein, les massorètes des fois, bon, donc si vous comparez vraiment tous les manuscrits, il y en a beaucoup, hein, il y a bien sûr le plus connu, Codex de Leningrad, on regarde aussi le Codex d'Alep, Codex Sassoon, etc. Enfin voilà, on regarde l'ensemble des codex les plus anciens.
Mais évidemment, il y en a d'autres après, et parfois on observe de ce genre de choses. On se dit, ah non, là, il y a un problème. Et on le signale. Enfin, on peut le signaler. La paracritique, si vous avez la BHS, elle ne le signale pas dans son apparat critique parce qu'elle ne s'embarrasse pas avec ça. En principe, la BHQ est un peu plus complète, elle le signale un peu plus. Et sinon, il faut regarder dans vraiment des travaux très, très pointus. Il n'y a jamais eu vraiment d'études exhaustives euh, avec une liste complète de chaque variante, y compris de la moindre différence de cantillation, etc. Enfin voilà, c'est un travail qui reste à faire. Enfin déjà, la BHQ fait quand même un travail, mais bon, c'est pas complet, hein, ils n'ont pas fait toute la Bible. Voilà, bref, donc en tout cas, Nevo, le mont Nebo. Voilà, très bien. On continue. Est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que quelqu'un d'autre prend la main? Les deux prochains mots? Non, ou les trois prochains mots quand même, là, ce que j'ai écrit au tableau. Oui, moi, enfin, je veux bien. C'est Très pas. bien, on vous écoute. Voilà. Donc, alors, we Amadta, euh, là, c'est Shamar, Atta. Très bien. Donc, we Amata, donc, que je vocaliserai avec Shva. Shva, Euh, ensuite, Kametz, Kamet, Tata, Tata, Shva, Shva, euh, Dagesh dans le Tav Daget. avec un Kametz dessous. Mhm. Euh, Alors, bon, Très bien. On continue à vocaliser, puis après on discutera. oui. Alors après l'adverbe sham, donc c'est un shin Mhm. avec un kametz, m avec un kametz et un dagesh. D'accord. Et, et voilà. Parce que alors le he serait un he locatif d'après le dictionnaire. Et atta, c'est toi. Donc, toi, c'est un atar, dagesh dans le tav et kametz. Et Kamet. Très bien. Alors, est-ce que la vocalisation... Ah oui, alors vous traduisez comment? Et alors, je pense que c'est un vœu catal, parce il y a un impératif d'abord, et là, c'est un catal au cal, hein. Et donc, et Oui. tu resteras là, toi, tu resteras là, toi, et puis après, il y a et hasard. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre. Alors, le hé de la fin serait une mère de lecture pour le son A, et la dernière syllabe serait accentuée s'il s'agit d'un vœu catal. S'il s'agit d'un... Alors attendez, répétez. Donc, vu le contexte, c'est un catal, Oui. mais je pense que c'est en fait une consigne qui est donnée, donc je pense à un vœu catal, et dans ces cas-là, l'accent passe sur la finale. Oui, c'est ça, voilà. Donc on Et va mettre... tu resteras là. Mhm, mhm. Très bien. Effectivement, donc normalement, la postformante ta de la deuxième du singulier ne prend pas l'accent. Les postformantes de type consonne-voyelle ne prennent pas l'accent. Donc on va dire amad ti, amad ta. Vous voyez, et l'accent reste sur sur la racine. Mais quand on a un vav consécutif à l'accompli, effectivement, l'accent a tendance à descendre. C'est pas toujours le cas, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien que ce soit systématique, mais on observe des cas où effectivement, bon, il n'y a pas l'accent ne descend pas, mais en principe, ce qu'on espère, c'est effectivement que l'accent va descendre. Euh, euh,
Voilà, donc là, on le fait descendre. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à partir du moment où l'accent descend, euh, il est descendu ici. Euh, est-ce que par hasard, l'antéprétonique ne devrait pas Mais tomber? oui, l'antéprétonique, ben, enfin, je sais pas, il me semble que quand c'est dans cette situation-là, il n'y a pas de changement vocalique du verbe. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais, Ah, j'en suis pas si sûr. Alors, c'est une bonne question. ah, Alors, d'accord. j'ai pas vérifié. Moi, spontanément, je dirais que si. Il y a pas de raison que ça se maintienne. Si on Donc peut le maintenir, il on faudrait aurait mettre un deux chevals. métègue. On peut Mais le, c'est on, pas possible. pardon? C'est pas possible, deux chevals l'un à côté de l'autre. Alors après, il faudra résoudre Oui, le après, problème. Là, pour l'instant, voilà, je suis en train de réfléchir à ce qui se passe, oui, vous voyez, après, mais évidemment, c'est les dominos, hein. Si vous faites tomber l'antéprétonique, bon, on va lui mettre un cheval. Bon, d'abord, c'est un haïn, donc le haïn, il va il pas aimer le cheval mobile, donc il ne va va pas falloir, aimer. on va le colorer. On a un patard, Donc on va mettre un khatef patar, patard, un truc oui. comme ça. Bon. Et D'accord. après, on se retrouve du coup avec deux chevaux mobiles qui se suivent. Le premier, on va le faire remonter en voyelle pleine. Donc on va lui mettre un pata. Mais c'est comme quand on avait va aller, vous voyez, on a pata, khatef pata. Ça pourrait faire un truc du genre va amadta. Alors après, je n'ai pas fait je n'ai pas vérifié. Et en plus, je suis pas sûr qu'on l'ait attesté avec le verbe amad. On peut regarder ça tout de suite. Et en plus, est-ce qu'il peut me chercher tout de suite les accomplis avec vav consécutif? Je sais qu'il me cherche les vaïctoles, mais je suis pas sûr qu'il m'ait bien. Parce que je vous dis, en plus, le problème, c'est que hein, il me dit, quand il dit vav consécutif, je pense que dans sa tête, c'est l'inaccompli. C'est des vav consécutifs à l'inaccompli. Oui, t'as mode, etc., etc. Je pense pas qu'il est malheureusement. Donc ça veut dire qu'on est obligé de chercher Ahmad. Mais d'ailleurs, on pourrait chercher avec n'importe quel verbe en fait. Ah oui, mais ça va être compliqué. Oh là là. Le mieux, ce serait peut-être de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est posé la question dans une grammaire, vous voyez, euh, et qui aurait repéré un peu des formes. Alors moi, j'ai Jouon, euh, j'ai la version de Muraoka. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, il y a la grammaire de Jouon qui est bien sûr la grammaire de référence en français, puisqu'on n'a pas eu d'autre, donc voilà, personne n'a vraiment fait ça. Et ensuite, il faut chercher dans la morphologie, alors le verbe, est-ce qu'il nous parle voilà, du verbe, là, ce qu'il appelle le parfait inversé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On va essayer d'écrire un peu plus gros. Euh, bon, là, on nous le dit que l'accent donc descend, vekatalti, euh, mais effectivement, ils disent le kametz, qui est pourtant antéprétonique, se maintient. Paragraphe 30e. Bah, s'il se maintient, ce serait bien de lui mettre un métèque quand même, non? Normalement, quand il se maintient, que lactaltem, etc. Oui, voilà, ça, c'est des exemples où normalement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et on nous met un petit métèque normalement, Rahma, etc., etc. Bon, moi, alors c'est ce qu'ils disent ici, voilà, le A en situation antéprétonique, mais c'est pareil par race, c'est normal, c'est parce qu'il est en syllabe fermée. Ça, je pourrais vous l'expliquer, hein, le fait que par H, le cheval ou le cavalier, c'est parce que le resh, il est doublé, on le voit pas, mais il a un dagesh virtuel. Et puis sinon, voilà, et ils disent, voilà, Vekatalti, Vekatalta. Bon, ok. Donc effectivement, Jour Moraoka nous disent que dans ces cas-là, par exception, euh, la voyelle se maintient. Mais j'aimerais bien avoir un exemple dans la Bible pour voir si on n'a pas de. Je sais que d'abord, dans de cas, l'accent ne descend pas. C'est sûr que cette histoire d'accompli avec VAF consécutif est beaucoup moins, comment dire, semble beaucoup plus hésitant. D'abord parce qu'effectivement, l'accent ne descend pas. Il y a tout un tas de fois où l'accent ne descend pas. Ce qui fait qu'on ne sait pas.
que c'est un vave consécutif. Alors, dans le contexte, on peut dire, ah oui, ici, on voit bien que c'est un vave consécutif. Mais l'accent alors que l'accent ne descend pas. Donc le sens nous dit que c'est un vave consécutif. Au niveau de la vocalisation, il n'y a aucun changement. Alors si en plus de ça, l'accent descend, mais que il y a pas, ça n'entraîne pas la chute de l'antéprétonique, je trouve ça un peu bizarre. Alors de toute façon, il y a des théories à propos de ce vave consécutif, comme quoi il serait complètement artificiel. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de faire le pendant du vave consécutif à l'inaccompli. Et du coup, on s'est dit, il nous faut aussi un VAF consécutif à l'accompli. Donc, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on dit, tiens, on va faire bouger l'accent. Euh, euh, il y a même des théories qui disent que même le VAF consécutif à l'inaccompli, la vocalisation vaïnictol est artificielle. Il y avait quelqu'un qui avait fait sa thèse de doctorat d'ailleurs là-dessus, là, je sais plus comment il s'appelle, mais Axel, c'est quoi son nom de famille? Bref, elle fait sa thèse là-dessus, de doctorat, en disant, voilà, lui, il estime que le vaïnictol, la vocalisation du vaïnictol, donc patar kametz, patar dagesh, est complètement artificielle. C'est une invention des massorètes pour justement créer, voilà, distinguer l'inaccompli normal de l'inaccompli consécutif. Et donc voilà, donc vous voyez, donc il y a plein de théories là-dessus. Euh, mais en tout cas, je trouve aussi que si on ne fait pas descendre si on ne fait pas chuter l'antéprétonique, ça veut dire que le déplacement de timbre est quand même un peu artificiel et en tout cas très faiblard. Et ça veut dire qu'il y a la tradition de prononciation qui s'impose, parce que évidemment, c'est plus facile pour les massorètes de jouer sur les signes d'accentuation que sur les voyelles. On a moins de scrupules à faire bouger un accent qu'à faire bouger une voyelle. Donc c'est vrai que si les gens ont l'habitude de dire vekatalti, faire chuter la voyelle alors que les gens la prononcent, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc tout ça pour dire, en tout cas, on va laisser le kamet. Très bien, on va laisser Ve'amatta, mais que ça nous serve de leçon quant au fait que quand même, on a bien la preuve que cette vocalisation du VAF consécutif à l'accompli reste quand même, voilà, pas très. Même si on a fait déplacer l'accent, hein, on s'est dit on va jouer les bons élèves et on nous dit qu'il faut faire descendre l'accent. On le déplace, on le fait descendre d'un cran, mais en sachant que malgré tout, il se passe pas grand-chose. Enfin, je veux dire, voilà, que ça pourrait être en partie artificiel. Oui, Ensuite, j'ai une oui, question. oui, Oui, j'ai une question sur Shama, oui, parce que je l'ai trouvé effectivement écrit comme ça, avec un dagage dans le même, mais au départ, Sham, il y a pas. Donc, comment expliquer ce dagage dans le même? absolument. Alors, effectivement, de manière générale, si vous avez un dagesh qui apparaît dans une lettre, un terme qui est normalement en fin de mot, voyez, vous dites, tiens, c'est marrant, j'ai sham, ouais. Et puis hop, on me dit shamma, mince. Et là, j'ai un dagesh qui apparaît. En général, quand vous avez ça, ça vous dit que, en fait, il y avait un dagesh dans le même déjà dès le départ, dans la racine, euh, que c'est donc une racine géminée, ce qu'on appelle une racine géminée, mais qu'évidemment, en fin de mot, ça ne se voit pas. Je vous donne un exemple. Le cœur, lève. Vous dites, ah oui, le cœur. Vous dites mon cœur. Et là, vous dites pas livi, vous dites libi. Vous dites, tiens, d'un seul coup, j'ai un dagesh dans le bête. Pourquoi? Parce qu'en fait, lève, en fait, la racine, c'est lamed bet bet. En fait, vous avez une racine géminée. Donc là, on peut raisonnablement penser qu'on avait aussi une racine géminée. Je donne un autre exemple. Âme, le peuple. Vous avez âme, le peuple. En fait, c'est pareil. Vous avez la racine, une racine géminée. Donc, euh, si vous avez une racine géminée, vous allez dire très bien, âme, le peuple. Et puis, quand vous dites mon peuple, ami, et là, vous avez le dagesh qui réapparaît. En fait, en hébreu, on n'aime pas deux consonnes qui se suivent à la fin. C'est le même problème que pour les Shem 4, là. Vous vous souvenez, les ségolés, là, Malk, Malk, deux consonnes qui se suivent à la fin, on n'aime pas ça. Alors, si les deux consonnes qui se suivent à la fin, qui se touchent à la fin, si c'est deux fois la même consonne, bon, bah, alors à ce moment-là, on fait tomber le dagesh, puis c'est tout. Et on l'écrit qu'une seule fois. Donc, en fin de mot, vous n'aurez pas de dagesh. Sham, lève, am. Donc, on peut raisonnablement penser
que la racine qui a produit le terme sham est en fait une racine géminée. Alors, parfois, c'est des raisonnements qui sont purement théoriques, c'est-à-dire que on en déduit ça précisément parce qu'on a le dagesh dans le même. Vous voyez, qu'on dit, tiens, shamma, j'ai remarqué qu'il y avait un dagesh dans le même, c'est donc que la racine doit être géminée. Évidemment, pour s'en assurer, il faudrait regarder si cette racine est attestée par ailleurs, s'il y a d'autres termes issus de la même racine, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, évidemment, faut regarder, soit dans un bon dictionnaire, soit dans d'autres langues sémitiques, etc., etc. Voilà, ça c'est. euh, Est-ce que ça répond à votre question? Tout à fait, merci. Alors, moi, j'ai une autre question du coup pour vous. Toujours sur Tamma, vous avez mis un, un kametz sous le shin, alors que puisqu'il y a un même, on est donc en syllabe fermée. On a sham ma, Oui, et donc normalement un a en syllabe fermée non accentuée, c'est créé avec un patard. un patard, oui. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre un patard ou est-ce qu'il faut garder le kametz? Alors, on regarde le Kametz parce que, c'est toujours d'après le dictionnaire que j'ai consulté, l'accent est sur chat. Ah ah! Donc, Alors, c'est une syllabe accentuée. voilà, exactement. Et donc, vous avez raison. C'est bien pour ça qu'on garde le kametz. C'est parce que l'accent reste sur le A, sur le chat. Shamma. Voyez? Et donc, c'est grâce au fait que l'accent reste là sur cette syllabe-là qu'il peut garder son kametz. Shamma. Mais alors, dites-moi, comment se fait-il que la dernière syllabe ne soit pas accentuée, puisque normalement en hébreu, c'est la dernière syllabe qui est accentuée. Alors, je n'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse, mais ce que j'ai lu, c'est que le hé, c'est une valeur de locatif, Voilà, donc c'est ça. c'est une désinence, pas partie de la racine du mot. Effectivement, Le, le A à la fin le A, oui, est un A de direction, ce qu'on appelle un A de direction ou locatif ou ce que vous voulez. Et donc ce A de direction ne prend pas l'accent. On peut effectivement le postposer, donc on l'écrit, on vient le suffixer à un mot, et quand on le suffixe à ce mot-là, il ne prend pas l'accent. D'accord? Et c'est vrai pour n'importe quel terme, hein, vous avez vers, le, etc. Il ne va pas prendre l'accent. Typiquement, vous avez la maison, baït, voyez, vous allez écrire baït, ça c'est la maison. Si vous dites je vais vers la maison, vous ajoutez donc ce A de direction. Souvent on dit le hé de direction, mais en fait c'est un A de direction. Le hé, c'est juste une merde de lecture, hein. C'est un A de direction qu'on ajoute. Donc on ajoute cette voyelle A à la fin du mot pour dire vers la maison. Eh bien, eh bien l'accent ne va pas bouger. On va avoir baïta. Alors la seule chose, c'est que, évidemment, dans le cas de baït, le Y était une adaptix. Hein, c'est comme je sais HM4, byte, HM4, c'est comme voilà, donc on n'aime pas deux consonnes. Il y avait un Y et un TAV qui se terminaient en fin de mot. Donc voilà, on n'aimait pas mettre deux consonnes en fin de mot, donc on s'était senti obligé de d'insérer une petite anaptix dont je n'aurais plus besoin, évidemment, puisque là je suis plus en fin de mot, puisque j'ai un A derrière. Donc j'ai plus besoin, je vais juste mettre un chefa, voilà, sous le iode. Baïta. Mais l'accent va rester là. Baïta plutôt que Baïta, ce qui donnerait d'ailleurs bêta. Vous voyez, donc l'accent va rester ici. Voilà. Donc, Shamma, voilà, il faut considérer que le A à la fin est un A de direction et que le A de direction ne prend pas l'accent. Bon, très bien. Donc, Ve'amata, et tu te tiendras alors, Shamma, là, là-bas, ou ici, enfin bref, non, bah là-bas, puisqu'il n'y est pas encore. Bon. Euh, et ensuite, le dernier mot, ata. Bon, là, vous avez dit, c'est la deuxième, deuxième pronom, deuxième personne du singulier. Toi. Bon, là, il n'y a pas de difficulté. Euh,
Et ben ensuite, il faut lire la suite. Hein, je sais pas. Vous avez des questions? Non, c'est bon pour vous? Oui. Très bien. Bon, parfait. Alors, on va aller faire la suite tout de suite. Tac. Je vais récupérer la suite du texte. On va écrire un peu plus grand que ça. Voilà. Ah non, ça, pardon, ça c'est, ça fait déjà, c'était le texte que j'avais déjà copié. Bon, alors pardon. Je recommence. Bon, j'ai des problèmes de copier-coller. Copier, coller. Voilà. Ça c'est mieux. Ça. Je vais écrire un peu plus gros. Tac, 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 tac. Très bien. Vous voulez continuer à lire un peu? Ou quelqu'un d'autre veut lire? Je sais pas. Ne vous battez pas. Oui, moi je veux bien. Allez, je vous écoute. Alors, V, Éléazar, Ben Aaron. Très bien. Bon, on peut s'arrêter Euh, là déjà. au début, je me suis trompée, j'ai pensé à Eliezer. Mais Eliezer, c'est le fils de Moïse, c'est pas le fils de Aaron. Donc, j'ai pris Éléazar. Alors, V avec un Shva, le Aleph avec un Ségol, Lamed un Shva, Aïn Kametz, Zaïn Kametz, Resh. Alors, un Dagesh dans le Bet et un serré. Oui. Ben, Aaron, un Kametz sous le Aleph, un Pata sous le He, Resh, un Wolem sur le Vav. Voilà, Aaron. Très bien. Est-ce que ça vous va? Tout le monde est content? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Peut-être Aaron Oui. sous sous la gutturale, plutôt un atouf. Latef, Patar. Un Khatef Patar. Voilà. Aharon. Oui, c'est ça. C'est Hein, comme ça que je l'ai d'accord. trouvé. Oui, oui, Mhm. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Alors, oui, il y a encore un petit truc à changer. Est-ce qu'on mettrait un patate sous le Aleph? Oui, c'est ça, on met un patar sous le Aleph. Aharon. C'est comme ça qu'il faut le vocaliser. Alors, bon, déjà, les mots d'avant, il n'y a pas trop de difficultés. Elazar, effectivement, c'est le prénom Éléazar. Bon, c'est un prénom assez courant et en plus assez facile à analyser puisque vous avez El, qui est donc le dieu El, Hazar, qui est la racine du secours, donc ça veut dire El et secours, ou il secourt, si vous voulez en faire un verbe, Hazar, voilà. Donc El ou Dieu, Dieu est un secours, ou Dieu a secouru, ou il secourt, enfin voilà, etc. Bon. Donc ça, des, comment dire, des noms propres avec elle, vous en avez beaucoup évidemment. Des noms propres aussi avec la racine hasard, vous en avez beaucoup aussi. Hein. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Vous pouvez aussi avoir Azriel, par exemple, ça existe aussi, vous voyez, vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Donc ça, il n'y a pas trop de difficultés sur ce prénom. Ensuite, Ben, le fils, il n'y a pas de problème non plus. C'est écrit avec un serré. On parlait tout à l'heure du makef. Vous voyez, si par exemple vous avez un makef, le makef, il va provoquer un déplacement de timbre, vous aurez un ségol si vous avez un maquet. Donc ça, c'est l'exemple typique. Je vous parlais de call tout à l'heure. On va passer du Rolem au Kamet Ratouf. Bah, vous aurez aussi le cas avec Ben, vous voyez, où si vous mettez un makef,
eh bien, vous basculez carrément avec un ségol derrière. Donc, ça, c'est au choix. Bah, tiens, allez, on va le mettre. On va se faire plaisir. Allez, hop. Comme ça, on est content. Euh, Ça nous changera un petit peu. Alors, évidemment, je suis bien d'accord avec vous. Il n'y a pas de maquette dans le texte, évidemment. Donc, ça, c'est nous qui l'ajoutons. Ça n'existait pas à l'époque, hein. Je précise que le maquette n'existait pas à l'époque. Euh, et ensuite vient Aaron. Alors effectivement, c'est là qu'il y a eu des hésitations sur la vocalisation de Aaron. En fait, la vocalisation, il faut, elle va, pour pouvoir la comprendre, il faut savoir quel schème on va appliquer. Et en fait, le schème qu'on va appliquer, vous avez, là, on va avoir un schème monosyllabique, on va avoir encore un schème 4. Vous savez, comme les schèmes de Ségolène, là. Donc, vous allez avoir un schème 4 qui va vous donner, avec la racine ahar, ça va vous donner quelque chose comme ah. Hop, voilà. Ça, c'est ce qu'on aimerait avoir. On aimerait avoir, comment je fais mon astérisque? On aimerait avoir ahl, euh, euh, et ensuite, on va avoir une postformante on. Donc, plus, ou peut-être à mettre un moins comme ça, on. Donc, ça vous fait ah, on. Euh, Ça, c'est la forme qu'on voudrait avoir. Alors évidemment, la difficulté, c'est que on ne va pas. Donc je vais vous mettre encore un astérisque si vous voulez. Mais évidemment, ça va poser problème puisque le he ne va pas aimer le schwa simple. Donc on va colorer le schwa. Donc ça va vous faire Aaron. Et donc voilà, il faut bien se dire que la lettre que vous avez sous le hé est en fait un schwa qui a été coloré et qu'au départ, donc normalement, on a simplement on a un schème monosyllabique comme quatre. Si vous aviez un schème katal, si on avait imaginé un schème, alors je peux mettre deux astérisques, si on avait imaginé un schème katal, ça aurait donné ahar, et à ce moment-là, un premier A en syllabe ouverte s'écrit kames. Le deuxième A est en syllabe fermée mais accentuée s'écrit avec un resh, avec un kames, donc devant le resh, aha. Et à ce moment-là, si j'ajoute la finale on, je mets la finale on ici comme ça, qui va bien sûr prendre l'accent. Oui, là j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais elle prend l'accent, donc je vais mettre l'accent ici, là aussi. Donc, je me retrouverai avec un 2 Kametz Aharon, et la première devrait tomber, l'antéprétonique, hein, disons, ça c'est la syllabe tonique, le He c'est la syllabe prétonique, et le Aleph la syllabe antéprétonique. Et là, j'aurais quelque chose comme ça, Aharon. Vous voyez? Là, ce serait différent. Alors, je vais mettre, pareil, je vais mettre deux astérisques, quand même, pour dire que, voilà, c'est pas la forme qu'on recherche. Donc voilà, si vous connaissez le schème et si vous appliquez, en tout cas, voilà les deux vocalisations possibles. Vous pouvez vocaliser. Oui, euh, excusez-moi. oui, pardon. Le deuxième exemple avec les deux petites étoiles, c'est Katal, c'est pas Katl. Oui, absolument. Ah oui, oui, merci, merci, merci. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Donc effectivement, si j'avais eu un schème catal, voilà, si j'avais eu un schème catal, ça m'aurait donné Aharon vocalisé comme ça. Donc concrètement, vous avez deux vocalisations qui seraient réglementaire entre guillemets en vocalisation bassorétique, soit vous vocalisez patar hatef patar, soit vous vocalisez hatef patar kametz, mais dans tous les cas, on n'aurait pas pu avoir, je me souviens plus quelle était la vocalisation proposée initialement, mais en tout cas la combinaison qui avait été proposée initialement n'aurait pas été possible de toute façon sur le plan massorétique. Alors après, comment savoir si c'est aharon comme ci ou comme ça? Bon bah là, il faut connaître le shem, ça veut dire qu'il faut connaître le vocabulaire, etc. En tout cas, si vous hésitez à un moment donné, alors évidemment, je suis bien d'accord que c'est dû au fait que le patar et le kametz, on les prononce de la même manière. On dit Aharon, et donc dans la prononciation, voilà, si on prononçait le kametz comme un O, par exemple, ça ferait le premier serait effectivement, puis normalement le he, c'est un ratef patar, il est censé être très court, donc ça normalement, ça devrait faire quelque chose comme Aharon, et là, ça devrait donner quelque chose comme Aharon. Voilà. Donc si j'avais une vraie prononciation qui, voilà, qui distinguait bien tout ça, le patar, le ratef patar, le kametz,
vous voyez, on n'aurait pas des doutes. Mais là, évidemment, je prononce comme on prononce aujourd'hui en hébreu moderne. Et en hébreu moderne, patar, hatef patar, kametz, tout se prononce de la même manière. Donc, évidemment, Oui, on est bien embêté. pardon. Oui. J'ai dû rater un épisode parce que je ne comprends pas pourquoi dans la version 4, hein, la première version, on ne met pas un kamet sous le Aleph, puisqu'il est en syllabe ouverte. Alors, il n'est pas en syllabe ouverte. Il n'est pas en syllabe ouverte. Vous voyez, on a affaire à un Shem 4. Et donc, dans un Shem 4, Oui, même si, même si on mettait une anaptix, la vraie voyelle, la seule vraie voyelle, ce serait celle-là. Vous voyez, dans Meller ou même dans Nahar, prenez par exemple, si je reprends un ségolé avec vous voyez, si vous prenez le terme Nahar, qui est aussi un ségolé, eh bien, on va dire Nahar, euh, même si on est en syllabe ouverte, Nahar, on sait que la deuxième voyelle est une voyelle d'appui, une anaptique, c'est pas une vraie voyelle. Donc, en fait, la seule vraie voyelle qui compte, c'est celle-là. Et donc, on garde le d'accord, patar. Et donc là, effectivement, même si on colore le schwa qui est sous le hé, ça reste un schwa. Et donc, c'est pas comptabilisé comme une d'accord, voyelle pleine. Voyez? Donc, en fait, la entendu. structure, ça reste une structure avec A d'un côté et Ron. Donc, en fait, voyez, donc la voyelle sous le A, sous le Aleph, eh bien, c'est la seule vraie voyelle. Donc, on peut pas compter un, 2, 3 en arrière et la faire tomber. Est-ce que c'est bon pour vous? Mhm. Bon, très bien. Euh, enfin voilà, donc c'est bien que vous sachiez comment vocaliser à Aaron, puisque quand même il apparaît assez fréquemment. Euh, voilà, donc tu te tiendras là-bas, toi et Éléazar, fils d'Aaron. Parfait, bah, il nous reste encore quelques minutes. Donc ce serait bien de faire encore quelques mots. Est-ce que quelqu'un veut lire là les mots qui restent? Non, personne? Oh, il y a bien quelqu'un qui va courageux. Je veux bien, mais je suis tombé sur une difficulté, sur le mot qui suit, Bah, très bien. euh, dont je vois le sens, mais mondico, donc c'est, alors, Aaron, c'est là, donc quelque chose comme Bechor ou Bechar, non pas Bechar, parce que c'est haut forcément, donc Bechor. Euh, la question que je me pose, c'est que dans mon dictionnaire, j'ai trouvé le verbe Bechar, Alors, je vous mais qui entends, est donné comme un j'ai verbe. j'ai l'impression que vous dites B comme Bernard. C'est c'est Oui, oui, c'est pardon. Oui, ça, hein. oui, non, pardon. C'est la lettre Oui, c'est P. feu char. Voilà. Bon. Oui, oui, c'est feu char, enfin peu char. Alors, Et mon on dictionnaire va lui. me dit que c'est l'araméen. Alors, ça c'est toujours la question. Voilà, bien sûr, on peut toujours discuter. Mais en tout cas, la racine c'est P shin resh. Donc ça Oui. c'est voilà, la racine on l'identifie bien, P shin resh. On va mettre un dagesh dans Oui. le P puisqu'il n'est pas précédé par un élément vocalique. Mhm. D'abord, on commence une nouvelle phrase. Il faut s'imaginer que ça y est, tiens-toi là, tu te tiendras là, toi et machin. Et ensuite, tac, on va lui demander quelque chose. Bon. Euh, la racine P shin resh, elle est effectivement attestée, alors d'abord en acadien, on va dire, elle est très bien attestée en acadien, et tu as l'idée effectivement d'interpréter, mais d'interpréter un présage. Ok. On va regarder, je sais pas quoi, une étoile filante, vous savez, tous les présages qu'on voit dans le ciel, il va falloir interpréter. Quelle est l'interprétation? Donc ça a donné naissance à des termes qu'on va retrouver, oui, en araméen, mais aussi en hébreu. Et vous allez avoir le terme pécher, par exemple, qui est devenu très célèbre, puisque dans la littérature rabbinique, en hébreu rabbinique, un pécher, c'est donc une interprétation. En fait, c'est un commentaire.
Et ça va être très fréquent comme terme. C'est même un genre de commentaire biblique, un commentaire de type Pesher. On en a à Est-ce Qumran. que c'est pas lié, Pardon? est-ce que c'est pas lié au mot pharisien? Ah non, parce que pharisien, c'est parash. C'est la racine parash, pharisien, Ah oui, oui, pardon. Oui. P, resh, shin. Alors que là, on est P, shin, resh. D'accord? Donc, un pécher, c'est un commentaire biblique, et vous en avez à Qumran. Il y en a plusieurs. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le pécher d'Habakkuk. J'en ai parlé l'année dernière dans un cours consacré à l'interprétation des Écritures. Il est disponible sur YouTube. Si vous l'avez pas suivi, vous voulez le suivre, je le redonne pas cette année. Donc c'était un one shot, comme on dit. Voilà. Donc, mais j'ai passé une partie du semestre, enfin en tout cas une certaine leçon, plusieurs leçons, me semble-t-il, au pécher d'Habakkuk, qui est le plus ancien commentaire, dont la plus ancienne attestation d'interprétation des Écritures dans le judaïsme antique. Donc c'est intéressant de voir des Juifs qui interprètent leurs propres écritures. C'est la première fois qu'on a, matériellement, je parle, je dis pas que ça n'existait pas avant, je dis le plus ancien manuscrit qu'on a à se mettre sous la dent, c'est ça. Et donc, effectivement, vous avez un phénomène où on vous lit un verset, hein, on vous recopie un verset du livre d'Habakkuk, et ensuite on dit Pichro, c'est-à-dire son interprétation. D'ailleurs, c'est péchère, du coup, il faut le mettre avec, c'est un ségolé, mais un shem kitl, parce que sinon, il faudrait dire Pachro et on dit Pichro. Et donc, voilà, qui indique, qui vous dit son interprétation, c'est-à-dire l'interprétation de ce verset, ou de cette phrase, c'est ceci, d'accord? Et ensuite, bon, bien sûr, on va. Et alors, évidemment, c'est une interprétation c'est très intéressant parce que c'est une interprétation. Là encore, non pas d'explication, de remise en contexte historique, mais d'application à son époque. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours que j'ai fait l'année dernière, euh, mais pour moi, c'est pas étonnant vu que le terme pécha, comme je le disais, on l'a en acadien. Dans l'idée d'une interprétation, d'un présage. Vous voyez, il y a une dimension un peu prophétique ou divinatoire, vous voyez, dans ce terme-là. Enfin, tout ça pour dire que le terme, vous allez le trouver donc en hébreu, alors moins effectivement, et peut-être à des époques tardives, peut-être sous influence de l'araméen, de l'acadien vers l'araméen, vers l'hébreu, c'est possible. Mais en tout cas, il existe. Alors c'est vrai qu'effectivement, vous n'êtes peut-être pas trop habitué, parce que si vous regardez en hébreu biblique lui-même, vous ne le trouverez peut-être pas, mais il existait à l'époque. Je vous montre par exemple, là, vous avez dans le Keller Baumgartner, on vous met le terme péchère, mais effectivement, on vous renvoie à Qoheleth, et de fait, Qoheleth n'est pas. Ah bah si, bien sûr que si, Qoheleth c'est dans la Bible hébraïque, qu'est-ce que je raconte? Donc vous avez dans Qoheleth 8.1 apparemment. Donc le terme apparaît quand même, le terme péchère apparaît une fois euh, dans la Bible hébraïque. Donc même si vous avez un dictionnaire d'hébreu biblique pur, vous devriez voilà, vous devriez l'avoir dans votre dictionnaire. Maintenant, je suis bien d'accord que c'est un apax ça semble être un apax dans la Bible hébraïque. Alors que Oui, si mais vous regardez, il y a quand même un problème, c'est qu'on a une vocalisation au, shor, qui fait penser à un infinitif. alors après, alors bien sûr, donc ça c'est évidemment, là je parle du substantif péchère, mais évidemment il y a le verbe. Là on est bien d'accord que là on n'a pas le substantif péchère, on a le verbe, et c'est vrai, en plus il faut qu'on se dépêche parce que le retourne. Vous avez bien sûr la racine pachar, et avec effectivement la mère de lecture O, qui, je le précise, est entre crochets. Donc ça, c'est Joseph Milik, c'est l'éditeur qui a pensé. Il s'est dit certainement que Dieu donne un ordre, il donne une consigne. Et donc il a pensé à une consigne, donc à un impératif, pshor. Ça, c'est donc il pense, voilà, tu dois interpréter, interprète. Alors, soit c'est un infini, soit c'est un impératif, shor, hein, ktol, ça c'est le classique. Vous avez, là, pour le coup, la racine n'a pas de difficulté, hein, c'est un verbe fort. Donc, shor, interprète. Une autre possibilité aussi serait d'avoir un infinitif absolu à valeur d'impératif. Pas shor, il faut interpréter. Et donc, voilà, donc ça, faites comme vous voulez. Enfin, je veux dire, ça dépend à quelle époque le texte est écrit. L'infinitif absolu à valeur d'ordre, il est très courant en hébreu biblique. Hein, vous l'avez dans les 10 commandements, vous l'avez enfin, dans le Pentateuque, etc. Il a tendance à disparaître. Donc, à l'époque de ce manuscrit, est-ce que l'auteur pensait à Pachor plutôt que Pshor?
j'en mettrai pas ma main à couper. Et de toute façon, même si l'auteur avait pensé à ça, les lecteurs eux-mêmes, quelqu'un qui lit ce texte à cette époque-là, il y a plus de chances qu'il lise Shor que pas Shor. Mais, Donc, excusez-moi, oui. j'ai mal consulté, mais j'ai pas trouvé le verbe pachar dans mon dictionnaire. Ah non, alors effectivement, c'est ce que je disais. Je dis, si vous regardez dans le Keller Baumgartner, on va vous dire, là je viens d'ouvrir le Klein justement pour vous dire, c'est évidemment, le Keller Baumgartner, lui, il fait les termes attestés dans la Bible hébraïque. Or là, on n'est pas dans la Bible hébraïque. Vous voyez, le texte qu'on est en train de lire, le manuscrit qu'on est en train de lire, il déborde du cadre de la Bible hébraïque. Donc effectivement, il faut se doter d'un dictionnaire qui voit un peu plus largement. Alors, vous avez de la chance parce que vous avez le dictionnaire de Kleins, Dictionary of Classical Hebrew, qui n'existait pas de mon temps, vous voyez, parce que je suis déjà très vieux, apparemment. Moi, quand j'étais étudiant, j'utilisais le Jastro, qui est un dictionnaire d'hébreu et d'araméen rabbinique. Alors, l'avantage, évidemment, c'est des périodes plus tardives. Jastrow, il en plus un dictionnaire qui date d'avant la découverte des manuscrits de la mer Morte. Donc, c'est sûr que Jastrow, il connaissait pas Qumran, mais il a la chance d'avoir voilà, de documenter la langue hébraïque dans la Mishnah, dans le Talmud, etc. Et là, évidemment, donc déjà, il y avait voilà, beaucoup plus de vocabulaire. Mais après, pour le reste, effectivement, moi, j'étais un peu obligé d'aller voir à droite, à gauche, en araméen, en akkadien, dans d'autres langues sémitiques. Effectivement, dans le contexte de se dire, ça doit être un verbe. Ce verbe n'est pas attesté jusqu'à présent, mais c'est bien la preuve qu'il existait. Donc, voilà, et on s'en débrouille. Donc vous, maintenant, vous avez la chance d'avoir Kleins, qui a fait une bonne partie du boulot. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec lui. D'ailleurs, son dictionnaire est en cours de révision. Et donc, lui, il vous dit le verbe pachar, il l'a. Et d'ailleurs, parmi les occurrences, il y a le fameux 1QDM 113 qui est exactement l'occurrence qui nous intéresse, hein. Donc, il a bien remarqué qu'il y avait cette occurrence ici. Donc il l'a relevé et il dit voilà, c'est le verbe interprété tout simplement. Donc en fait, c'est là que bah, vous êtes des grands, si vous voulez, on fait de l'hébreu avancé, c'est-à-dire qu'on arrive, voilà, c'est ça quand on étudie l'hébreu ancien, l'hébreu biblique au sens du hébreu de l'époque de la Bible et du judaïsme antique, quelques siècles avant notre ère, eh ben on se rend compte que la langue hébraïque ancienne était plus abondante que le seul vocabulaire attesté dans la Bible hébraïque, qui est un corpus, un beau corpus de textes, mais qui n'est qu'un corpus de textes et qui n'évidemment pas, qui n'épuise pas le répertoire lexicographique de l'hébreu ancien. Donc ça, c'est aussi que c'est important pour vous quand vous frottez à ce genre de texte, d'apprendre la réalité sur le terrain, d'étudier une langue ancienne. Et je vous dis encore en hébreu, on a de la chance parce que vous feriez, je sais pas, de l'ougaritique, de l'akkadien ou plein d'autres langues anciennes. Ben, on aimerait bien avoir des dictionnaires aussi complets. Enfin voilà. Donc là, effectivement, je comprends que ça ait pu poser difficulté pour vous. Et donc, le réflexe dans ces cas-là, c'est effectivement d'aller voir à droite à gauche, notamment bah, Jastrow, donc déjà Kleins, hein, qui est déjà un dictionnaire d'hébreu classique. Donc lui, c'est de l'hébreu et il inclut en plus les sources antiques, etc. Sinon, d'aller voir Jastrow, qui est de l'hébreu, mais un peu après. Et puis sinon, effectivement, aller voir du côté des langues connexes, à commencer par l'araméen, évidemment, qui est une langue très proche et pour laquelle il y a beaucoup en plus disons, de proximité entre l'hébreu et l'araméen. Il y a toute une littérature judéo-araméenne, sans parler du syriaque, etc. Donc souvent, quand même, on arrive à trouver des parallèles. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, on travaille sur un texte qu'on va publier bientôt, un ostracon, dans lequel on a un mot qui n'est pas attesté en hébreu, qui n'est pas attesté tel quel en araméen non plus, qui n'est pas attesté tel quel non plus en akkadien. Enfin, voilà, on arrive parfois à des sortes de véritables apax. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut, on fera une proposition dans notre publication, une ou deux propositions, mais voilà, c'est la réalité quand on atteint un certain niveau de maîtrise de l'hébreu ancien et de travail sur l'hébreu ancien, eh ben voilà, on est confronté à ce genre de difficultés. Ben écoutez, c'est l'heure déjà. Oui. Pas de questions? C'est bon pour vous? Alors, si c'est bon pour vous, je vais arrêter l'enregistrement et vous dire au revoir, mais juste après, j'ai une petite question à vous poser. Mais voilà, c'est pas la peine d'embêter tout le monde avec l'enregistrement. Donc, euh, j'ai été ravi de faire ce cours avec vous ce semestre. Il y aura un cours d'hébreu avancé au semestre prochain, dans lequel j'ai compris il y aura des nouveaux étudiants qui n'auront pas suivi le premier semestre, et donc pour vous le niveau risque d'être un petit peu en dessous si vous faites les deux semestres dans ce sens-là. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. C'est toujours un plaisir
de partager avec vous, de regarder des textes en hébreu ancien, de découvrir cette magnifique langue. Et je renouvelle mes vœux pour la nouvelle année et au plaisir de vous retrouver bientôt les uns les autres.